nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour la conférence de presse des laboratoires ProNutri. Nous allons aborder aujourd'hui le thème de l'endométriose, qui est une maladie gynécologique fréquente, synonyme de douleur et parfois même d'infertilité. Ces troubles dégradent au quotidien la qualité de vie de ces femmes atteintes et les affectent moralement et psychologiquement. Je souligne que le mois de mars est justement le mois de l'endométriose. On en parle, on agit, on sensibilise, on informe et même on soutient. Aujourd'hui, les laboratoires ProNutri innovent sur la réduction du principal symptôme invalidant qui est la douleur. 2 chiffres clés constatés, une réduction de 66,1% des douleurs dues à l'endométriose et ce, chez 91,3% des femmes grâce à une solution innovante. Pour parler de cette grande avancée médicale, j'accueille aujourd'hui le professeur Pierre Marès, gynécologue obstétricien au CHU de Nîmes, le professeur Aubert Agostini, gynécologue et chirurgien au service de gynécologie obstétrique de l'hôpital de la Conception à Marseille. Également avec nous aujourd'hui le docteur Olivier Bredeau, médecin algologue au centre d'évaluation et de traitement de la douleur du CHU de Nîmes. Et enfin avec nous également monsieur Verret, le directeur général des laboratoires ProNutri. Si vous avez des questions à poser à nos invités pendant la conférence de presse, n'hésitez pas à les noter dans le chat et nous y répondrons avec plaisir en fin de présentation. Je vais commencer tout de suite avec une première question pour le professeur Marès. Bonjour professeur Marès, vous êtes donc gynécologue obstétricien au CHU de Nîmes. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est l'endométriose, combien de femmes cela concerne et son impact sur la vie de celle-ci? Donc, on va essayer de comprendre un petit peu ce qu'est l'endométriose parce que pour essayer de traiter, il faut comprendre ce qui se passe. Et ce qui est important, c'est de souligner qu'il faut comprendre la pathologie pour essayer de la traiter. Donc, ce qui est important, c'est d'essayer de comprendre ce qu'est l'endométriose. Alors, de façon très simple, parce que les hypothèses sur l'endométriose sont nombreuses, il y en a au moins 5 ou 6, et qui sont toutes toujours en question, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement le processus qui conduit à l'apparition de l'endométriose, mais pour se simplifier les schémas, il suffit de penser qu'on trouve des cellules qui normalement sont simplement situées au niveau de l'endomètre dans une autre zone qu'au niveau de l'utérus. Ça peut déjà pénétrer à l'intérieur de l'utérus, c'est ce qu'on appelle l'adénomiose, mais ça peut se localiser à l'extérieur, dans l'abdomen, dans le tube digestif, parfois même dans les poumons, et ces cellules sont dépendantes des variations hormonales de la femme et du cycle de la femme, ce qui explique que lorsque les cellules peuvent être évacuées au niveau de l'utérus, lorsqu'elles sont dans une autre zone, elles forment des kystes qui deviennent très douloureux. Vous avez ici un schéma très récapitulatif de la zone pelvienne où se trouve le plus souvent cette endométriose et vous voyez que ça peut bien sûr se situer à l'intérieur de l'utérus et non plus à la surface de l'endomètre. Ça peut aller vers le tube digestif comme je vous l'ai indiqué ou vers la vessie comme c'est indiqué également sur la partie antérieure mais aussi dans le péritoine et c'est à ce niveau qu'il peut y avoir des lésions. Ce qui est important également de souligner, c'est un petit peu le fait que ces femmes sont concernées par des déséquilibres hormonaux qui sont majorés par l'endométriose. C'est-à-dire qu'il y a une interaction entre certainement un déséquilibre initial et en même temps l'endométriose qui va aggraver ce déséquilibre avec des facteurs environnementaux qui peuvent intervenir à ce niveau de façon régulière. Voilà un petit peu pour comprendre qu'est-ce qu'il en est après en termes de population. Vous voyez que chez les femmes en âge de procréer, c'est 1 femme sur 10 qui est concernée et quand on s'occupe d'infertilité, c'est quasiment 50% des patientes qui ont un problème d'infertilité qui sont concernées. Ceci est un point important, mais aussi c'est que bon nombre de femmes sont concernées sans le savoir. Elles peuvent avoir, alors il y a celles qui ont de l'endométriose mais qui n'est pas douloureuse et je pense que M. Aubert Agostini vous en parlera tout à l'heure. Il y a celles qui ont de l'endométriose douloureuse et c'est le point le plus important parce que vous voyez que parmi les femmes qui ont des problèmes de douleur, on a 40% de ces femmes qui ont souvent un problème d'endométriose et qu'il est très difficile de les dépister. Comment peut-on faire pour essayer de se trouver face à ceci? Eh bien, les médecins, on a essayé d'avancer, mais vous voyez que c'est souvent la démarche des associations qui nous ont aidés pour mettre en place de la recherche et essayer d'améliorer les thérapeutiques, comme vous le voyez sur ces diapositives. Et vous voyez que le 28 mars,
et la journée mondiale de l'endométriose. Et donc aujourd'hui, nous essayons de préparer au mieux l'avenir des femmes qui sont concernées par ces pathologies. Donc, quels sont les points les plus importants à retenir? Eh bien, les plus importants, je voulais un petit peu évoquer, c'est que les femmes qui ont un problème d'infertilité sont concernées dans près de 30 à 40% par cette pathologie. De l'autre côté, les signes les plus classiques sont les douleurs pendant les règles, qu'on appelle des dysménorrhées, des saignements anormaux, qu'on appelle des métrorragies, des douleurs au rapport, voire des hématuries, puisque vous avez vu qu'il pouvait y avoir des localisations au niveau de la vessie ou du rectum, et donc des saignements par le rectum, qu'on appelle des rectorragies. Tous ces signes doivent être un point important d'appel. J'ai essayé, pour vous positionner l'importance de cette pathologie, de vous donner les résultats d'une enquête qui s'appelle Endovie, qui a été faite auprès de 1500 femmes environ, pour savoir un petit peu leur perception et leur situation. Ce qu'il vous faut retenir un petit peu de ces éléments, c'est les points qui sont sur les barres en rouge. Et vous voyez que les signes fondamentaux de l'impact de cette pathologie, ça correspond à des douleurs, des règles qui deviennent douloureuses, une douleur du petit bassin ou du pelvis, des douleurs ressenties lors des rapports sexuels, des douleurs lombaires qui peuvent aller jusque dans les membres inférieurs. On se trouve devant un déséquilibre complet de l'homéostasie de l'organisme, ce qui progressivement, et c'est monsieur Olivier Brodeau qui vous en parlera, on peut se trouver à aller vers la douleur chronique. Et ça montre l'importance de traiter ces patientes très précocement. Vous voyez pourquoi je souligne ceci sur cette diapositive, c'est que on se rend compte que en moyenne, avant d'arriver au diagnostic entre la première consultation, on a 76 mois qui sont passés avant que le diagnostic soit posé, et ce qui veut dire qu'il peut y avoir des douleurs chroniques à ce moment-là. Alors, l'impact un petit peu de ces douleurs, vous voyez que sur toute la colonne de gauche, avec un impact très important, que ce soit sur la vie sexuelle et même sur l'aspect psychologique et physique, et sans parler même des conditions de travail, parce que ça débouche sur des arrêts de travail de plus en plus fréquents et de plus en plus importants, avec des difficultés relationnelles, aussi bien au niveau familial que professionnel. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir également de ceci? On a essayé, je vous ai dit que tout le corps médical s'est mobilisé autour de la prise en charge de l'endométriose, mais vous voyez que les premiers traitements qui sont utilisés sont les antidouleurs, les anti-inflammatoires et les pilules estroprogestatives. Pourquoi mettons des pilules estroprogestatives? Parce que je vous ai dit en commençant que ces lésions, ces cellules sont hormonodépendantes. Et donc, chaque fois qu'il y a des variations hormonales, ces regroupements cellulaires grossissent et induisent de la douleur. Et donc, il faut essayer de réduire les variations hormonales, et c'est le rôle des pilules, voire des progestatifs, voire des produits qu'on appelle des analogues du LHRH pour bloquer complètement l'ovulation. Et ce qui est important, c'est de retenir l'autre notion qui est importante, c'est qu'on associe des traitements multiples, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir une thérapeutique, mais vous voyez que les femmes sont amenées à changer très souvent de traitement, puisque dans la prise en charge, il y a au moins 3 à 4 changements de produits. Pourquoi? Parce que soit les produits sont inefficaces, soit ils deviennent moins efficaces, soit les effets secondaires de ces produits deviennent intolérables. Et vous comprenez pourquoi il est important de trouver un parcours thérapeutique de prise en charge pour essayer d'obtenir un résultat efficace. C'était de soutenir un petit peu cet élément qui est important pour passer la parole au professeur Robert Agostini qui va nous parler un petit peu de la prise en charge en aspect chirurgical et médical de ces patientes. Merci beaucoup, professeur Marès. Merci pour toutes ces informations. En effet, maintenant, une question pour le professeur Agostini. Vous êtes gynécologue et chirurgien au service de gynécologie obstétrique de l'hôpital de la Conception à Marseille. Pouvez-vous nous expliquer votre constat concernant l'endométriose dans la pratique clinique? Oui, bonjour. Tout d'abord, je voulais remercier de me donner l'opportunité de m'exprimer sur cette pathologie. Et je voulais remercier l'implication du laboratoire ProNutri pour ses recherches dans cette pathologie.
Alors, pour mon propos, je me suis un peu appuyé sur les recommandations HS qui sont assez récentes et qui ont bien mis en évidence l'importance de la prise en charge de la douleur qui est l'un des symptômes principaux de l'endométriose. Donc, une pathologie fréquente, plus d'une femme sur 10, comme on vient de le dire, et l'un des principaux symptômes, donc c'est la douleur, comme on verra, qui peut être aiguë, chronique, et qui touche une large population de femmes allant de 15 à 49 ans. C'est un élément clé qu'il faut retenir, je crois, c'est la discordance entre les lésions qu'on va mettre en évidence de par l'examen clinique ou la radiologie et les doléances rapportées par les patientes. C'est-à-dire qu'on peut avoir des patientes qui ont des douleurs très invalidantes et chez qui le bilan ne va pas mettre en évidence de lésions. Pourquoi? Parce que souvent, ces lésions ne sont pas constituées, donc on ne peut pas les diagnostiquer. Et à ces patientes chez qui le bilan est négatif, il ne faut surtout pas éliminer. Il ne faut pas leur dire qu'elles n'ont pas d'endométriose, il faut leur dire qu'elles ont une suspicion d'endométriose et prendre en charge leur douleur. Au point de vue classique, on va dire, le maître mot, donc c'est la dysménorrhée. La dysménorrhée, c'est les douleurs pendant les règles qui peuvent être très intenses et entraîner un absentéisme fréquent, que ce soit au point de vue scolaire, avec des jeunes filles qui vont aller à l'infirmerie, qui ne vont pas aller en cours, qui vont s'absenter, et au niveau professionnel, donc des patientes qui vont s'absenter, ça va avoir vraiment une répercussion sur leur vie professionnelle. Donc c'est en général le symptôme le plus profond, le plus profond au point de vue qualité de vie. Un autre symptôme qui aussi va affecter, donc cette douleur au sens large, va affecter la vie privée des patientes et notamment les relations sexuelles. Il y a certaines localisations qui, du coup, vont avoir une corrélation avec l'organe touché, donc ce sont sur la fonction digestive ou sur la fonction urinaire. La douleur au point de vue chronologie et point de vue impact, on en discerne 3. Donc la douleur aiguë, qui souvent est cataminiale. Cataminiale, ça veut dire pendant les règles. La douleur chronique qui va s'installer au fur et à mesure. Et puis le retentissement de ces deux douleurs au niveau psychologique, qui souvent va être une composante de la douleur qu'il faudra prendre en charge de manière spécifique. L'HAS a souligné l'importance d'objectiver l'intensité de cette douleur avec des échelles classiques qui sont à la disposition des cliniciens et d'en évaluer l'impact, donc avec des échelles qu'on appelle des échelles de qualité de vie qui dans l'endométriose aujourd'hui sont bien validées et standardisées. Quelles sont les armes aujourd'hui, hormis la chirurgie? On ne va pas rentrer dans la chirurgie qui est un traitement clé de la prise en charge de la douleur, mais qui est un traitement aussi très agressif. Malheureusement, on n'a pas le temps aujourd'hui d'en parler, donc on va parler de traitements médicamenteux. En premier, le classique, c'est le traitement médical hormonal. Donc, il ne va pas éradiquer la maladie, il va juste la contenir. Et comme il va mettre les ovaires au repos et le cycle menstruel au repos, il va y avoir une disparition, une efficacité sur la douleur. Il s'agit donc d'un traitement de fond. Le traitement antalgique classique, il n'y a pas de traitement antalgique spécifique contre l'endométriose. Donc souvent les patientes sont assez déçues puisqu'elles attendent de nous des antalgiques spécifiques. Il n'y en a pas qui ont montré leurs preuves. Donc on utilise les 3 paliers classiques d'une manière empirique. Donc les paliers 1 avec les AINS et ensuite les opioïdes. Donc ça c'est principalement pour la douleur aiguë. Et en complément, donc on peut aussi les utiliser en termes au long cours pour la douleur chronique. Et ensuite, il y a une autre classe, donc 2 classes de médicaments qu'on va utiliser, qui sont les antiépileptiques et les antidépresseurs, mais qui là, du coup, demandent de travailler en concertation avec des gens spécialisés pour l'utilisation de ces traitements. Donc, à côté de ces traitements, on va dire classiques, donc on a des traitements complémentaires ou alternatifs, non médicamenteux, et qui ont été soulignés et mis en évidence par l'HAS. Donc, ce qui est important, c'est que le niveau de preuve de l'efficacité de ce traitement n'est pas très élevé, mais c'est parce qu'on manque d'études assez robustes. Donc, il y a l'acupuncture, la neurostimulation, l'ostéopathie et les techniques à type de yoga. Donc, ce qui est très important, c'est qu'elles doivent être associées en complément si on va avoir une efficacité maximale. D'autres traitements complémentaires, donc la méditation, la relaxation, et puis enfin donc tout ce qui est prise alimentaire, que ce soit en termes de phytothérapie, l'aromathérapie, les régimes alimentaires,
les supplémentations en antioxydants, les pronutriments. Donc, ce qui est important à souligner, c'est que l'HAS ne les recommande pas. Alors, pourquoi? C'est pas parce que ils ne sont pas efficaces, et qu'il y a très peu de recherches qui ont été effectuées. C'est pour cette raison je remercie le laboratoire Pronutri d'avoir initié ce type de recherche et de continuer ces recherches pour montrer l'efficacité de tous ces traitements dits alternatifs. Alors, pourquoi utiliser ces traitements alternatifs? Pour nous, ça semble important, puisque aujourd'hui, en 2021, nos patientes elles demandent des traitements non hormonaux, donc soit parce que les effets secondaires sont trop importants, soit parce qu'il y a une demande aujourd'hui de prendre des traitements qui sont à base de substances non hormonales. La seconde raison, c'est que les traitements antalgiques qu'on a listés, eh bien, ils ont beaucoup d'effets secondaires, que ce soit les antalgiques classiques ou les antiépilétiques ou les antidépresseurs. Et on arrive des fois à des tableaux où les patientes ne vont plus prendre ces traitements qui sont efficaces, mais parce qu'ils entraînent des effets secondaires qui altèrent la qualité de vie de manière beaucoup plus importante que la douleur. Donc, d'où la nécessité d'une prise de conscience du corps médical, d'une prise en charge globale, non uniquement axée sur les traitements classiques. Et puis surtout, ce qui est important, c'est de traiter les symptômes, tout ce florilège de symptômes qui est associé ou non directement à l'endométriose. Donc, je crois qu'il est de notre devoir aujourd'hui de continuer à évaluer ces traitements alternatifs, vu que nos traitements habituels ne sont pas suffisants et correspondent pas à l'attente de nos patientes, et donc continuer cette recherche appliquée pour ce traitement alternatif et principalement les pronutriments. Je vous remercie. Merci, professeur Agostini, merci pour toutes ces informations. Nous allons maintenant avoir une question pour le docteur Bredeau. Vous êtes médecin algologue au Centre d'évaluation et de traitement de la douleur du CHU de Nîmes. Je rappelle que le terme algologue signifie médecin spécialisé dans la prise en charge de la douleur. Docteur Bredeau, donc la douleur étant le symptôme principal invalidant de l'endométriose, que pouvez-vous nous dire sur les caractéristiques et les implications de cette douleur? D'abord, un grand merci, un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour parler de cette situation qui est une situation fréquente, comme l'évoquaient précédemment les interlocuteurs. Et cette question est centrée, bien sûr, sur la problématique de la douleur. C'est un petit mot sur cette diapositive. Vous voyez qu'on parle, bien sûr, en bas, c'est une très belle image. C'est pas de l'art moderne, mais c'est tout simplement un connectome pour montrer la complexité du système neurologique au niveau cérébral. Et puis, à gauche, vous avez une image qui montre que quand même que la douleur, ça reste quelque chose qui est lié à notre histoire personnelle et à nos relations, et que c'est important que les femmes ayant de l'endométriose douloureuse soient entendues. C'est la première nécessité de reconnaissance de cette douleur. La douleur, c'est donc une sensation, c'est un système sensoriel classique qui envoie une information de la périphérie du petit bassin jusqu'au niveau du cerveau. Mais c'est associé à une émotion, et c'est dans les définitions même de la douleur. La douleur, ce n'est pas qu'une sensation, c'est une émotion qui est associée, et cette émotion est perçue comme désagréable par la personne. Donc, c'est quelque chose qui reste et qui restera subjectif, d'où la difficulté des études et des évaluations cliniques qu'on peut faire. Donc, entendre la douleur, c'est déjà commencer à la traiter. La douleur, c'est une relation entre deux systèmes, un système excitateur et un système inhibiteur. On a parlé tout à l'heure d'homostasie, donc c'est un vrai équilibre entre ces deux systèmes. Ce système va donc de la périphérie jusqu'au niveau du cerveau avec plusieurs interfaces. Donc, on n'est pas sur la douleur, c'est pas un système on-off. Il y a une lésion, mon cerveau l'aperçoit et je réagis. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et maintenant, les neurosciences ont montré quand même beaucoup d'éléments sur la compréhension du phénomène douloureux, ce qui peut aussi amener à des traitements et des compréhensions différentes. Ce qui est important, nous ne sommes pas égaux dans la douleur. D'abord parce que les lésions endométriales vont être très variables d'une personne à l'autre, et d'autre part parce que notre capacité à nous défendre de cette douleur, c'est-à-dire le système inhibiteur, est très différent d'une personne à l'autre. Les personnes anxieuses, par exemple, sont plus en difficulté par rapport à ce système inhibiteur, et des personnes qui, elles, ont un optimisme dans la vie, ont des visions un peu plus clairvoyantes, vont réagir plus facilement au traitement et vont se défendre plus facilement contre les douleurs. Et donc, plusieurs éléments d'hypersensibilité apparaissent dans ce déséquilibre entre systèmes
La douleur de l'endométriose est donc une douleur qui a plusieurs caractères. Et un des problèmes dans le traitement de la douleur, ce qui fait aujourd'hui l'intérêt des recherches qui sont présentées par le laboratoire Nutriendo, c'est la question du mécanisme de la douleur. On sait que cette douleur donc va toucher énormément de personnes. Tous les praticiens sont concernés par cette dépistage de cette douleur d'endométriose. Et actuellement, il y a le fait que l'endométriose soit devenue une cause nationale, soit un élément important aussi d'un dialogue différent entre les professionnels de santé et les femmes souffrant d'endométriose. Alors, cette douleur, elle a plusieurs caractères. Elle a un caractère inflammatoire. C'est pour ça qu'on a cité comme premier traitement d'endométriose et des règles douloureuses les anti-inflammatoires. Elle a un caractère aussi compressif, c'est-à-dire ce noyau endométrial peut comprimer un nerf et à ce moment-là, on parlera de douleur neuropathique ou comprimer un organe et on a vu les douleurs au moment des rapports sexuels, voire au moment de l'émission d'urine ou des émissions de sel. Donc, ces compressions peuvent entraîner des douleurs et donc on a, par ce fait, par méconnaissance dans un premier temps et peut-être par difficulté de traitement de la douleur, on a une hypersensibilité qui est le fait de la répétition de cette inflammation qui va se réactiver particulièrement au moment des règles. Donc, la symptomatologie douloureuse évolue et se modifie dans le temps, notamment par rapport à la chronicité. Et l'endométriose est une douleur chronique de principe, puisque malheureusement, on ne la traite pas dès les premières règles douloureuses. Et donc, il faut attendre parfois plusieurs années, comme l'a montré Monsieur Marès dans une diapositive, pour traiter cette douleur. Donc, vous voyez que l'impact sur ce cercle rouge d'une douleur aiguë, facile à traiter, un médicament, une action, des limitations du contexte et de l'émotion associée à cette douleur font que la douleur aiguë est quelque chose qui aujourd'hui est bien traitable. La douleur chronique, c'est beaucoup plus complexe. Vous voyez que l'impact lésionnel est très faible sur ce cercle, mais que les impacts sur l'inactivité, l'absence d'activité est un des premiers facteurs de chronicisation de la douleur. L'activité physique est un élément important dans la prise en charge. L'anxiété et les troubles du sommeil vont être des facteurs aggravants. Et on sait que sur des jeunes dames, notamment en postpartum, ces troubles du sommeil peuvent apparaître et sont un des problèmes importants de chronicisation. Et puis la répercussion, on l'a vu, sur la cellule familiale, mais aussi une répercussion professionnelle avec un absentéisme scolaire, comme il a été dit, et bien sûr au niveau professionnel. Alors, pour essayer de traiter cette douleur, il faut essayer d'en connaître le mécanisme. Alors, le premier mécanisme, il est donc inflammatoire. Les éléments proposés dans le traitement tel qu'il va vous être présenté sont des éléments qui influencent sur ce système inflammatoire. Traiter la douleur, ce n'est pas que faire des incantations ou donner des choses qui n'ont aucune validité. Il y a des validités aujourd'hui par rapport à des éléments biologiques connus et largement reconnus. Ici, le zinc et le fer, le cuivre, qui sont dans l'élément qui va être l'aliment, enfin le médicament qui va vous être présenté, ont des effets sur des anti-inflammatoires bien connus à partir de vecteurs tels que ITL6 et les antioxydants. Il y a dans ce fait de la chronicisation une sensibilisation qui est elle aussi bien imagée. Et là, sur une diapositive de Serge Marchand, médecin canadien bien connu et ayant fait beaucoup de publications scientifiques sur ce phénomène-là, on montre comment cette sensibilisation peut être régulée, par exemple, par l'ion magnésium. C'est une question qui a été connue depuis très très longtemps dans la régulation des douleurs chroniques. L'ion magnésium est un élément important. Mais on voit aussi que dans ce système de chronicisation, avec l'amplification bien sûr du message douloureux, y compris d'ailleurs des modifications, mais c'est un peu complexe, qui peut traduire la difficulté dans le temps de traiter ces douleurs chroniques, qui est la modification de l'expression épigénétique. Et j'insiste bien sur le mot épigénétique, c'est-à-dire ce n'est pas transmissible la douleur chronique. On n'est pas sur de la génétique transmissible, mais sur de l'épigénétique, c'est-à-dire de la modification de ce qu'on a appelé la transduction ADN-ARN. Ça, c'est très à la mode du fait du Covid actuellement, c'est transduction. Et bien, vous voyez que là aussi, dans la douleur, c'est un élément qui est important. Et puis, cette modulation-là de la douleur chronique, on peut la faire avec du calcium et du magnésium tel qu'il a été introduit dans le produit. Donc, vous voyez que faire un produit aujourd'hui, ce n'est pas simplement donner une nutrition différente, ce n'est pas simplement apporter des éléments différents, c'est que sur des patients qui ont été chroniques, il y a probablement des déficits, et il y a des déficits de ces éléments qu'on va apporter pour traiter donc les facteurs de chronicisation et d'inflammation de la douleur. En synthèse, je peux dire que donc la douleur, c'est une réaction individuelle banale et complexe
quand j'ai fait la diapositive, j'ai oublié la chose la plus importante, avec un retentissement individuel parfois extrêmement sévère, ce qui en traduit aujourd'hui la revendication des femmes à ce qu'on s'occupe de leur douleur d'endométriose. L'endométriose est accompagnée souvent d'une douleur inflammatoire. Ça, c'est très, très important. Il ne faut pas traiter l'endométriose comme une douleur neuropathique. C'est d'abord une douleur inflammatoire. La douleur neuropathique n'est qu'une complication des noyaux endométriaux qui peut justifier parfois la décompression. Et puis, les oligoéléments, c'est une réponse. C'est pas la réponse, mais c'est une réponse possible à la régulation du système excitateur, pas du système modulateur, inhibiteur. Ce système inhibiteur, on le sait, qui dépend des opioïdes, et dépendant, lui, plus d'actions type que l'hypnose, qui a été cité tout à l'heure, tels que des éléments qui sont moins bien prouvés. L'hypnose a un élément de preuve important, en référence à pas mal d'articles, mais on sait que une bonne qualité de vie, le moins de stress possible et une activité physique régulière va pouvoir aussi être un complément de traitement. Ce qui veut dire que le traitement aujourd'hui, il n'est pas simple, il est pluridisciplinaire et multimodal. Voilà en quelques mots ce que je pourrais vous dire de la douleur d'endométriose. Je vous remercie de tout. Merci beaucoup, docteur Bredeau, pour ces éclaircissements sur la douleur due malheureusement à l'endométriose. Professeur Marès, je reviens vers vous maintenant car vous êtes également l'un des investigateurs d'une étude clinique, même que le professeur Agostini, qui a mis en évidence une réduction très importante des douleurs dues à l'endométriose. Pouvez-vous nous donner des précisions sur les résultats de cette étude et sur ce qui est désormais possible pour la femme souffrant d'endométriose? Merci d'abord de me permettre de parler de cette étude, qui est une étude qui est difficile à conduire et qui a été menée grâce à un soutien des laboratoires et avec cette proposition thérapeutique que je vais essayer de vous présenter. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette étude? Premièrement, c'est que c'est une étude de qualité puisque vous venez de voir une diapositive où on a pu obtenir par un comité de lecture une reconnaissance de ce travail pour qu'il soit publié. C'était le premier élément qui était important en termes de démarche. Alors, en quoi consistait cette étude? Alors, cette étude, elle a été multicentrique. C'est un élément important parce que lorsqu'il y a un ou deux centres, on peut toujours dire qu'il y a un effet de recrutement, un effet de la qualité du professionnel local, un effet, je dirais, placebo lié à la qualité du professionnel. Là, on a 12 centres qui ont travaillé ensemble, ce qui fait que le recrutement n'était pas biaisé. Et vous voyez que ce sont des femmes qui avaient la moyenne de ce qu'on a décrit tout à l'heure dans les populations d'endométriose, autour de 33 ans, et elles avaient déjà un antécédent de douleur depuis 3 ans, ce qui vous explique ce que vient de démontrer Olivier Bredeau, à savoir qu'on est dans déjà une douleur chronique avec tous les phénomènes de sensibilisation qui peuvent exister à ce niveau et qu'on est déjà devant des patientes qui ont testé plusieurs traitements. Et donc, comme l'a dit Aubert Agostini, nous avons essayé nos traitements, mais il faut essayer de trouver des alternatives thérapeutiques pour voir comment on peut réduire l'effet secondaire des thérapeutiques que nous avons. Et ceci est un point important. Deuxième notion dans la compréhension de l'étude, c'est qu'on n'a pris que des femmes qui avaient des stades au-delà du stade 2. Et vous voyez que ceci est un point important parce qu'on n'a pas pris les formes initiales de l'endométriose. On se trouve donc devant une étude qui a été conduite en respectant toutes les règles des bonnes pratiques, que ce soit les visas, que ce soit la validation, c'est les comités, les CPP, c'est les comités de protection des personnes, que ce soit les validations officielles par les instances nationales. Et troisième élément complémentaire, c'est une étude qui a été menée contre placebo. Donc avec d'un côté les gélules actives, de l'autre côté des produits où il y avait un ersatz de thérapeutique qui n'avait aucun effet et qui n'était pas équipé d'oligo-éléments comme on va le voir. L'autre diapositive qui va venir vous permet de voir qu'on avait des populations identiques, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un groupe qui avait un recrutement particulier dans la possibilité des réponses thérapeutiques, que ce soit en termes d'ancienneté de l'endométriose, c'est un point important, que ce soit en termes d'indice de masse corporelle, que ce soit en nombre de femmes qui avaient eu une chirurgie ou d'intensité de la douleur. Et donc, l'impact également qui était évalué par le score EHP était également équivalent entre les deux groupes
même l'impact était un petit peu moindre chez les femmes qui ont eu le traitement actif, ce qui montre en plus l'efficacité parce qu'on peut faire descendre plus facilement une douleur qui est évaluée avec l'EVA, comme ça a été évoqué précédemment, qui est à 9 ou 10, qu'une patiente qui a une douleur chronique qui évolue entre 5 et 6. Alors, le schéma de l'étude, eh bien, le schéma est un schéma très classique, c'est-à-dire qu'il y avait une première consultation de repérage pour savoir si les patientes pouvaient rentrer dans cette étude. Deuxièmement, il y avait la randomisation, c'est-à-dire que ce n'était pas le professionnel qui choisissait la patiente qui allait avoir le produit actif. Donc ça, c'est très important, c'est une randomisation centralisée. Ensuite, il y avait un suivi avec des visites et entre les visites, un contact téléphonique de façon à suivre la patiente et à analyser son évolution. Et ceci est également un point important à retenir. Donc, une étude en double aveugle contre placebo avec une analyse qui se faisait après 120 jours de traitement, puisqu'il y avait une prise le matin, une prise le soir, et on a analysé les résultats à l'issue. Quels sont les résultats qu'on a pu avoir? Eh bien, vous vous rendez compte que sur les courbes qu'on a, on a une diminution qui est très rapide puisque vous voyez les femmes qui avaient le traitement actif correspondent aux colonnes en rouge. Et vous voyez que lorsqu'on est déjà à 60 jours, c'est-à-dire après 2 mois de traitement, on est déjà dans le maximum d'efficacité au bout de 2 mois de traitement, ce qui, pour un gynécologue chirurgical, est déjà remarquable parce que même lorsqu'on faisait de la chirurgie avec l'ablation d'endométrium, c'est des gros kystes ovariens, on n'a pas toujours un résultat chez des patientes qui ont une douleur chronique toujours très rapide sur le mois qui suit. Donc, ceci est un point important. Et vous voyez que, a priori, on a, parce qu'il y a eu des enquêtes à distance qui ont été faites, mais qui ne sont pas présentées dans l'étude, on a eu une durabilité de la diminution de la douleur. C'est un point très important pour les gynécologues et pour les femmes, bien sûr, surtout. C'est que les résultats qu'on a pu obtenir sur ce groupe-là, qui est un petit groupe, mais pour avoir des patientes aussi sélectionnées, vous avez vu qu'il y avait 12 centres qui y travaillaient. C'est très difficile. Et on a eu des résultats qui se sont maintenus dans le temps, voire à 1 an, 2 ans. Donc, ceci est un point important. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, on peut regarder en disant que c'est vrai que les colonnes bleues, il y a une baisse des phénomènes douloureux, puisqu'on a presque 25 à 26% de diminution chez les femmes qui avaient un placebo. Mais ceci, c'est classique dans toutes les études où on analyse les phénomènes douloureux. Il y a toujours cet impact de la prise en charge et de l'accompagnement. C'est ce que disait Olivier Brodeau. On ne se contente pas de donner un traitement ou d'opérer une patiente, comme l'a dit Aubert Agostini. On l'accompagne dans son parcours thérapeutique. Et ceci a un rôle pour diminuer les phénomènes d'aggravation de la douleur et de sensibilisation. Par contre, ça ne réduit pas la douleur de façon importante pour que ce soit significatif. Et qu'est-ce qu'on appelle une diminution d'une douleur significative? Vous avez ici cette publication qui a été faite dans un journal de référence, puisque c'est le journal américain de la société qui travaille sur la douleur. Vous voyez qu'on estime qu'une baisse de 30% de la douleur est un élément important et suffisamment pour accepter de dire que la diminution de la douleur est significative. Vous vous rendez compte que sur les courbes qu'on a de diminution de l'analyse de la perception de la douleur, on a une diminution dans le groupe qui avait le placebo autour de 26%, dans le groupe qui était avec Nutriendo de 66%, ce qui est très important parce que c'est des résultats qui sont quasi supérieurs à ce qu'on a parfois avec des analogues ou des pilules estroprogestatives qui théoriquement ont un effet important puisque non seulement elles bloquent l'ovulation, mais en plus, elles peuvent réduire les phénomènes inflammatoires. On n'a pas le temps de l'aborder à ce niveau. Donc, on a été nous-mêmes très surpris de ce résultat. Et quand on a eu les résultats globaux, parce qu'on se demandait si on avait, puisque notre centre y a travaillé, et on se demandait si c'était un effet lié à notre population. Et quand on a eu les résultats globaux, on était très satisfait parce qu'on trouvait un élément thérapeutique complémentaire particulièrement intéressant qui pouvait s'associer aux autres propositions qui étaient faites. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire et comment essayer de comprendre? Je vous ai dit que pour traiter, il faut essayer de comprendre.
tout comme la maladie et la douleur, ce que vient de vous dire Olivier Brodeau. Eh bien, il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de bibliographie à ce niveau. Par contre, ce qu'on peut imaginer, c'est que cet effet antalgique est très certainement lié à un rééquilibrage du fonctionnement cellulaire qui lui-même était perturbé par l'endométriose. Et ça, c'est un concept complètement nouveau. On le trouve dans d'autres techniques qui apparaissent comme la photobiomodulation, où on a une réactivation ou une sorte de restimulation du fonctionnement normal de la cellule qui pourrait acquérir une compétence. Et ça rejoindrait un petit peu, mais là c'est une idée personnelle, les travaux qu'on développe avec les immunothérapies pour développer les capacités immunitaires des personnes. Et si on essaie de se résumer, on peut imaginer qu'on a, grâce à ces apports de métaux, une modification du fonctionnement cellulaire au niveau des membranes et qui permet de rétablir cette homéostasie perdue dont je vous ai parlé tout à fait au début. Et une cellule qui se met à fonctionner normalement va trouver sa propre capacité d'autorégulation et d'autocicatrisation à ce niveau, ce qui est quelque chose complètement neuf, et vous verrez pourquoi j'insiste un peu à ce niveau, avec par ailleurs un produit sur lequel je ne suis pas un spécialiste de la pharmacologie, mais ce qu'on a pu noter, c'est qu'on n'a eu aucun effet secondaire grave ou important. Et tout le produit a été toujours bien toléré par les patientes. Donc, ce qui peut apparaître, c'est qu'on se trouve devant des possibilités thérapeutiques nouvelles, que ce soit les traitements hormonaux, mais avec leurs inconvénients et leurs effets secondaires qui sont bien connus, que ce soit la pilule, les progestatifs au long cours, etc. La chirurgie, que ce soit aussi parce que pour être chirurgien, même les meilleurs d'entre nous, après des opérations que nous avons eu l'impression de conduire au mieux avec le moindre traumatisme possible, on se retrouve parfois avec des patients qui gardent la douleur ou qui ont parfois une gêne sur des douleurs cicatricielles. On a un apport avec une thérapeutique simple par des minéraux qui sont efficaces sur la douleur, a priori sur l'endométriose, puisque je vous ai dit qu'il y a un effet qui dure dans le temps, et on n'avait pas d'effet secondaire. Donc ceci est particulièrement intéressant et qui permet d'avoir une démarche qui pour moi devient nouvelle, c'est-à-dire qu'on a changé le concept de la prise en charge. Quand j'étais en pleine activité, l'idée c'était d'enlever les lésions d'endométriose systématiquement pour réduire la douleur. Et on s'est rendu compte que parfois on enlève les lésions et la douleur persiste. Là, on se rend compte qu'en traitant les phénomènes douloureux et les phénomènes inflammatoires comme ceux-ci viennent d'être évoqués et en redonnant aux cellules une capacité, je dirais, de cicatrisation propre, on peut être aussi efficace, peut-être, sur les lésions proprement dites. C'est donc un changement de paradigme avec une possibilité thérapeutique relativement simple et à la portée de toutes les patientes. Donc, on se trouve devant une approche nouvelle qui associe les traitements médicaux classiques, la chirurgie, il ne faut jamais l'oublier, et ces thérapeutiques complémentaires naturelles et qui n'ont pas pour l'instant d'effets secondaires connus. Donc, je pense qu'on est dans une nouvelle étape de la prise en charge et cette année 2021 sera, à mon avis, une année nouvelle pour la prise en charge de l'endométriose, comme ceci pourra être développé aux journées de l'endométriose à la fin du mois. Je vous remercie. Merci, professeur Marès, pour les résultats de cette étude clinique vraiment très intéressante. Merci beaucoup. Nous allons maintenant nous adresser à monsieur Verret. Vous êtes le directeur général des laboratoires ProNutri. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le produit Nutriendo, s'il vous plaît? Oui, bonjour, merci. Je vais vous parler un petit peu du laboratoire ProNutri avant de passer au produit. Donc, les laboratoires ProNutri sont nés de la recherche sur l'optimisation de la communication cellulaire que peuvent induire les perturbations fonctionnelles. Depuis de nombreuses années, nous avons développé des partenariats solides dans la recherche et développement avec, et notamment, le CNRS, l'INSERM et l'ARN, qui n'est autre que l'Agence nationale de la recherche. Nous avons maintenant plus de 40 ans de recherche en micronutrition à travers les applications de la nutriponcture. Cette étude est le fruit de notre expertise dans la maîtrise de l'information cellulaire. Nutriendo est issu de ces recherches. Pour vous rappeler les avantages du produit, donc c'est une solution naturelle qui
a une efficacité relativement rapide, comme l'a cité le professeur Marès. À partir d'un mois et demi, on commence à avoir une diminution forte de douleur, qui n'a pas d'effet secondaire et peut être pris à tous les âges et à tous les stades, et qui est également compatible dans les traitements de PMA et surtout en complément des thérapeutiques classiques. Donc le produit est à prendre une fois le matin, une fois le soir, les 2 premiers mois en prévention et pour une diminution de douleur, les 2 mois suivants afin de consolider les effets et d'obtenir, comme l'a dit le professeur Marès, une durabilité dans le temps. Il est bien toléré et a une très bonne observance. Le produit est distribué par notre partenaire, les laboratoires Nutrilab, en France, en Europe, aux USA et en Asie depuis Singapour. Vous pourrez avoir beaucoup d'informations sur le site du laboratoire Nutrilab, au laboratoirenutrilab.com. Et je vous remercie vivement et je remercie tous les interlocuteurs pour cette présentation. Merci beaucoup, Monsieur Verret, pour votre intervention sur cette conférence de presse. Et d'ailleurs, l'adresse du site Nutrilab s'affiche maintenant sur le chat. C'est www.laboratoirenutrilab.com. Merci à tous pour ces éclaircissements et pour votre implication dans la recherche pour améliorer la qualité de vie de ces femmes atteintes d'endométriose. Nous allons maintenant pouvoir passer aux questions du chat. Oui, alors nous avons regroupé les questions par thématique. Merci à ceux qui ont donc posé les questions et si on ne peut pas répondre à toutes, vous pourrez y répondre sur le contact qui vous sera donné tout à l'heure dans le chat, puisque nous avons un temps imparti à respecter. Alors, une des premières questions porte sur les causes du nombre croissant des cas d'endométriose. Alors, professeur Marès ou professeur Agostini, peut-être souhaiteriez-vous répondre à cette question? Je ne sais pas. Alors, moi, je vais donner un avis, mais si vous voulez, il faut savoir que, premièrement, on n'a pas toujours l'explication. Je vous ai dit qu'on n'a pas déjà l'explication sur le mécanisme réel de la survenue et du maintien de l'endométriose. Parce que ce que je vous ai expliqué, les cellules de l'endomètre qui passent dans le péritoine ou qui diffusent, ça existe chez toutes les femmes. Et alors, pourquoi certaines font une endométriose qui devient une maladie et d'autres ne la font pas? Donc déjà, c'est un point important. La deuxième réponse que je pourrais vous faire concernant l'environnement, c'est que ce qu'on peut penser, c'est qu'il y a certainement des modifications environnementales avec les xénoestrogènes qui pourraient intervenir sur la sensibilisation des femmes à certaines localisation d'endométriose. La troisième réponse, c'est qu'on a appris à diagnostiquer de façon beaucoup plus pertinente l'endométriose, alors qu'avant on disait tu as mal, c'est normal, ça va passer. Alors qu'aujourd'hui, entre les examens type échographique et IRM surtout, et les célioscopies, on a pu faire des diagnostics beaucoup plus importants, alors qu'avant, je me souviens de mes débuts où on m'avait invité à faire des opérations chez des patientes pour lesquelles on avait posé le diagnostic de cancer pelvien, alors qu'en fait, ce n'était qu'une endométriose. C'était une endométriose et on avait pu faire un traitement conservateur, en particulier au niveau urétéral. En complément de réponse, on peut dire aujourd'hui que toutes les maladies inflammatoires sont en nette augmentation et pas uniquement l'endométriose. C'est vrai pour les maladies inflammatoires intestinales, c'est vrai pour les maladies inflammatoires de la vessie, par exemple, pour ne parler que du petit bassin. Et donc, ces facteurs-là d'augmentation, est-ce que c'est une fragilisation de la population? Est-ce que c'est des facteurs environnementaux qui sont beaucoup plus agressifs et on pense beaucoup aux facteurs alimentaires? Beaucoup de gens font des régimes alimentaires sans gluten, sans lactose, dans ces facteurs inflammatoires. Il est très clair aujourd'hui qu'il y a beaucoup à se poser des éléments de qualité de vie, de la façon dont nous vivons et comment la société moderne aujourd'hui apporte pour expliquer l'augmentation de ces maladies inflammatoires. Donc c'est une des pistes de l'augmentation de l'endométriose aujourd'hui. Merci bien pour cette réponse complète. Oui, professeur Marès. Non, c'était pour savoir si du côté de Aubert Agostini, on avait à peu près les mêmes regards sur cette augmentation. Oui, juste en complément aussi, les diagnostics sont plus fréquents aussi parce qu'il y a une meilleure connaissance de la pathologie par les soignants sur penser à ce diagnostic.
Et puis une meilleure imagerie aussi qui a beaucoup progressé et qui aujourd'hui peut poser le diagnostic. Merci beaucoup pour la réponse complétée. Une autre question, qui appellera vos réponses multiples, je pense. À partir de quel âge une femme peut avoir une endométriose et jusqu'à quel âge? Alors, on va dire de manière classique, c'est dès que les cycles ovariens se mettent en place, donc à partir de la puberté. Et classiquement, ça s'arrête à la ménopause. Mais ceci dit, paradoxalement et très rarement, on a des révélations après la ménopause de par l'ampleur des lésions, mais ça reste exceptionnel. Disons que pour les soignants, c'est pas une pathologie à laquelle il faut penser lorsque la femme n'est pas en période d'activité génitale. Très bien, merci bien. Une autre question qui là concerne les améliorations grâce aux produits Nutriendo. La question porte sur le tout début des premières améliorations. Au bout de combien de temps, et ça sera peut-être pour Monsieur Amalric Verret, au bout de combien de temps les premières améliorations visibles surviennent? De ce que j'ai vu sur l'étude et de l'expérience des retours qu'on a en cabinet de ville, et je parle sous couvert du professeur Marès et professeur Agostini, à partir d'un mois et demi, les diminutions de douleur sont suffisamment significatives pour être constatées et améliorer la qualité de vie. Tout à fait d'accord. J'allais dire, c'est environ je dis toujours que c'est autour de 6 semaines, environ entre 4 et 6 semaines, on a le début d'une réponse. Alors, comme l'a dit aussi Olivier Bredeau, il y a aussi une perception qui est individuelle, mais en moyenne, à partir d'un mois, on commence à avoir une inflexion du seuil de la douleur chez les patientes, ce qui a été, on a retrouvé tous en tout cas, puisqu'on était plusieurs médecins à suivre ces patientes, et on a retrouvé à peu près les mêmes résultats. Donc, il faut minimum 4 à 6 semaines. Dans la communication, ce qu'il faut bien différencier, c'est les antalgiques. Les antalgiques sont des médicaments assez puissants, avec beaucoup d'effets secondaires, comme on a dit, et dont l'efficacité sur la douleur est immédiate. De médicaments qui ont des mécanismes multiples, on l'a vu sur ce type de produit, on peut avoir un médicament à la fois anti-inflammatoire et sur l'anti-hyperalgésie, et là, l'amélioration est progressive dans le temps. Donc, quand on parle aujourd'hui de traitement de la douleur, et notamment des douleurs chroniques, c'est une amélioration progressive dans le temps qui nécessite une observation thérapeutique nécessaire pendant une durée, on l'a vu, de quelques semaines, avant de voir les effets significatifs sur l'amélioration de la douleur. Ce que je voudrais rajouter sur l'étude, puisque indirectement vous m'avez posé la question, c'est qu'en fait, je ne l'ai pas signalé dans ma présentation, puisque on est un peu bloqué dans le timing, c'est qu'en fait, parmi les patientes, il y avait aussi une nette diminution d'utilisation des anti-inflammatoires dont on connaît les effets secondaires. Ça, c'est une notion très importante parce que bon nombre de femmes disent votre produit, il est efficace, mais docteur, j'ai les problèmes digestifs, je les supporte pas bien. Est-ce que ça va pas m'induire quelque chose dans l'avenir? Donc, il y a une inquiétude. Alors que lorsqu'on est passé sur ce type de produit, on n'avait pas du tout cette inquiétude et en même temps, on a diminué tous les produits anti-inflammatoires et antalgiques. Ça, c'est un élément très, très important que j'ai pas souligné dans la présentation puisqu'on l'avait pas en diagramme, mais il faut l'avoir et on l'a dans nos résultats. Merci bien à tous. Une autre question, des questions groupées par thématique, puisqu'il y en a plusieurs et qu'on essaye de contenter tout le monde. On nous demande la durabilité dans le temps de l'effet Nutriendo pour les stades les plus aigus. Alors peut-être Monsieur Verret qui avait mentionné tout à l'heure du recul et des retours sur plusieurs années. En complément de ce qu'avait mentionné le professeur Marès tout à l'heure, effectivement sur la durabilité de l'amélioration de la problématique liée à l'endométriose, on a un recul aujourd'hui de 2 ans. De 2 ans pour les femmes qui sont suivies en cabinet de ville.
Je dirais également aussi que ça dépend aussi du métabolisme féminin en fonction de l'âge, de beaucoup de paramètres qui entourent la patiente également. Oui. Je voudrais dire aussi que sur ces éléments-là, il y a une variabilité énorme qui est la précocité du traitement. C'est-à-dire que on parle de forme sévère et pas de forme aiguë, parce que l'aigu ou le modéré est des formes individuellement, il y a des gradations de la douleur et du ressenti individuel dont j'ai expliqué la complexité. Mais ce qui est important, c'est qu'on sait que plus rapidement la douleur sera prise en charge, moins la chronicisation sera importante et mieux l'amélioration durera dans le temps. Et donc, c'est vrai que la précocité du diagnostic et la précocité du traitement est un élément de forte variabilité de la réponse. Merci. Je vous adresse donc la question suivante, qui est une question double puisqu'on essaye de les regrouper. Elle porte sur le produit Nutriendo peut-il être pris en même temps que des traitements en cours? Et également, est-ce que les médecins sont ouverts à prescrire des compléments tels que Nutriendo aujourd'hui? Alors, je pense que, merci, comme on dit, de la question. Les médecins ont évolué. Alors, je peux en parler de l'évolution des médecins puisque j'ai quelques cheveux blancs. Mais si vous voulez, sur le plan pratique, je crois que tous les gens qui suivent des patientes ayant de l'endométriose, avec un peu de recul et d'expérience, savent que nos capacités thérapeutiques sont bonnes, mais limitées. Et donc, toutes les opportunités qu'on peut avoir pour améliorer le confort de nos patientes est quelque chose sur lequel nous sautons immédiatement dessus en essayant de vérifier, bien sûr, la réalité de ce qu'on nous a proposé. Et la deuxième remarque, c'est que justement, ces traitements peuvent être utilisés avec les traitements classiques, de façon à ce que progressivement, on puisse soit diminuer la dose des antalgiques et des anti-inflammatoires, voire changer les outils bloqueurs de l'ovulation comme les analogues. Je ne sais pas ce qu'en pense Aubert Agostini. Oui, je suis entièrement d'accord avec ton discours. Hein. Je pense qu'il n'y a pas encore une culture d'utiliser ces alternatives. Donc, c'est des messages à faire passer aussi. Oui. Mais quelque part, c'est là où il y a une interaction entre les soignants et les associations de patientes qui à la fois nous accompagnent et nous stimulent pour trouver des solutions nouvelles, mais aussi nous aident à faire reconnaître certaines thérapeutiques en acceptant de participer aussi à ces études. Et donc, on chemine, je dirais, la main dans la main pour essayer d'avoir une efficacité thérapeutique. Donc, on peut les prendre avec les traitements classiques. 2, les médecins ont évolué et sont prêts à prendre en charge ces traitements également. Merci bien. La dernière question, puisqu'on arrive au temps imparti. Tout simplement, le produit est-il disponible, accessible à la vente aujourd'hui, peut-être pour Monsieur Amalric Verret? Oui, le produit est disponible à la vente en pharmacie, dans les circuits de distribution classiques auprès de votre pharmacien. On travaille également en collaboration avec les gynécologues pour les informer et les sensibiliser à l'utilisation de ce produit-là en complément de leur thérapeutique classique. Oui. Merci bien. Alors, on nous demande également si ce produit est remboursé, est-ce qu'il est éligible aux mutuelles françaises, du moins? Alors, ce produit, effectivement, il est référencé dans les mutuelles qui mettent en place de plus en plus des remboursements pour les thérapeutiques alternatives. Et donc, il peut faire l'objet d'une prise en charge en fonction des mutuelles et des abonnements mutuels que le patient a, oui. Et il coûte autour de 98 € pour un mois. Merci beaucoup. On arrive au terme du temps imparti. Donc, à nouveau, les questions pourront être posées avec les coordonnées que Stéphanie va mettre dans le chat
pour vous. Et merci à tous. Je remets la parole à Stéphanie, notre animatrice. Alors en effet, si certaines questions restent en attente, n'hésitez pas à les envoyer par mail à l'adresse qui va s'afficher dès maintenant dans le chat, c'est contact@pronutri.com. Donc n'hésitez pas, si d'autres questions viennent un petit peu plus tard, on y répondra. On remercie en tout cas l'ensemble des invités pour la qualité des réponses sur le sujet. NutriEndo est une très belle avancée médicale, c'est également une excellente nouvelle pour toutes les femmes atteintes d'endométriose, pour leur quotidien, pour leur qualité de vie, pour leur vie sociale, professionnelle et même personnelle. Il y a malheureusement peu de recherches aujourd'hui sur cette maladie chronique. Il est donc important de mettre en lumière et de souligner le travail des laboratoires ProNutri pour la réduction des douleurs dues à l'endométriose. En tout cas, le communiqué de presse vous sera envoyé dans quelques instants par mail. On remercie tout le monde pour cette belle matinée. Merci pour vos réponses et à très bientôt. Merci. Merci à vous. Merci. Merci, merci.